Et certains historiens disent aujourd'hui que toute la modernité à partir du XVIe siècle, ce n'est rien d'autre qu'une réaction au changement climatique des 14e, 15e, 16e siècle, l'époque du refroidissement climatique, le petit âge glaciaire. Et ce petit âge glaciaire, qui a rendu les activités agricoles beaucoup plus difficiles, aurait suscité une réaction créative dans la société occidentale qui leur aurait permis de surmonter la chose et de passer à la modernité, à l'industrialisation et tout ce qui va avec le progrès. Il y a aujourd'hui quand même un certain nombre de scientifiques qui ont travaillé sur ces questions et qui jouent un rôle très important aujourd'hui. C'est le rôle de l'expertise. Les experts, notamment les experts des questions climatiques, aujourd'hui on les écoute beaucoup. À la fois ils ont ce rôle ambivalent, à la fois sont des prophètes, parce qu'ils doivent nous annoncer des scénarios catastrophes, mais en même temps ce sont eux qui détiennent un savoir sur lequel les politiques vont prendre des décisions. Je crois que il y a une confusion dans nos sociétés entre le rôle du scientifique et le rôle du politique. Le scientifique, en réalité, il est toujours très compliqué. Vous savez que la réalité n'est jamais ni noire ni rose, elle est toujours un peu grise, parce que c'est compliqué. On dit, on peut dire ça, mais on n'est pas absolument sûr. Donc les scientifiques ne sont jamais sûrs, mais ils ont cette fonction sociale de dire ce qui est raisonnable. Et puis après, le politique, lui, doit prendre des décisions. Dans ce contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, dans ce contexte du principe de précaution, c'est-à-dire prendre des décisions maintenant pour des choses qui éventuellement vont arriver dans 10, 20, 30 ans. C'est une situation totalement inédite. Donc, là-dessus se greffe bien évidemment le risque que vous évoquez, celui d'une sorte de géocratie planétaire, comme on l'a appelé, ou certains ont même parlé d'écofascisme, c'est-à-dire que ces connaissances que l'on a sur les mécanismes environnementaux permettent à certaines personnes d'avoir une emprise sur le monde, qui n'est pas forcément souhaitable. Il y aurait une sorte de gouvernance mondiale sous prétexte de sauver l'humanité des désastres environnementaux. On est aussi dans une période où on a des principes, je dirais même des dogmes environnementaux. Quand il faut décider de changer les habitudes de vie, par exemple, nous interdire d'utiliser des voitures automobiles dans les villes, qui va prendre ce type de décision? Sans doute, on attend toujours de l'historien, on attend qu'il fasse des analogies avec le passé. C'est-à-dire, on va trouver des situations, et je le fais moi-même, dire, voyez, aujourd'hui on est un peu dans une situation différente d'il y a 2, 3 siècles. Donc on raisonne toujours par analogie. Mais en même temps, il faut être très prudent, parce que chaque période est irréductible. Donc notre présent est totalement neuf, et il n'y a rien de comparable dans le passé. Donc il faut toujours insister sur l'irréductibilité du temps présent. Chaque période est unique. Donc on ne peut pas comme ça simplement transposer des solutions du passé dans le présent. Mais néanmoins, je crois que l'histoire nous apprend à être critique face à ce qu'on nous dit aujourd'hui. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Et moi, quand je parle du réchauffement climatique, souvent j'essaie de montrer que c'est pas totalement nouveau, qu'il y a 20, 30 ans, on avait déjà dit ces choses-là, que dans d'autres périodes historiques, on a aussi eu des modifications du climat. Et tout de suite, on me dit, mais vous êtes climato-sceptique. Vous ne croyez pas au
changement climatique. Et c'est pas du tout ma position. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux ces avertissements qu'on nous fait. Simplement, il faut rester critique. Parce que l'histoire, à ce moment-là, nous aide. Parce que l'histoire nous montre que souvent, on s'est inquiété à tort. Il y a ce que j'appelle les chimères écologiques. On a dit à un moment donné, au XVIIIe siècle, on dit attention, ça va être la catastrophe, il y aura bientôt plus de bois. Parce qu'on consomme trop de bois. Au XIXe siècle, on a dit attention, il y aura bientôt plus de charbon. Aujourd'hui, on dit il y aura bientôt plus de pétrole. Et je crois que c'est vrai. Mais dans chacune de ces occurrences, on a trouvé d'autres technologies. Et donc, on a fait le pas. Mais je crois que c'est une des spécificités de la culture du risque aujourd'hui, c'est que le risque existe seulement si on peut le quantifier et si on peut le cartographier. Donc, on fait ces cartes de risque. Et puis là, le risque, il devient quelque chose de concret. Et si on ne fait pas une carte, si on ne mesure pas, le risque n'existe pas. Et là, c'est toute l'ambiguïté de ces plans que l'on fait maintenant partout pour attirer l'attention du public sur le risque lié aux inondations, ou bien aux avalanches, de ce genre de risques qui sont effectivement cartographiables et mesurables. Je suis convaincu personnellement que une des grandes erreurs de notre temps, c'est de ne pas suffisamment accorder d'importance aux sciences sociales et à l'art. Et en particulier dans le domaine des catastrophes, je pense que les artistes, ils ont une connaissance des réalités qui n'est pas du même ordre que la connaissance scientifique, mais quand même une connaissance. Une des motivations de ma recherche, c'est au fond de résister à cette emprise de la raison scientifique, qui fait croire aux gens que seuls les scientifiques connaissent la vérité. Et moi je dis non, on devrait aussi écouter les gens simples, ceux qui ont une connaissance du terrain, ceux qui manifestent par l'art et la littérature, la poésie. Et ça, c'est aussi important de valoriser dans notre société.